Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Merci d'être toujours fidèles à nos nuits blanches et d'être de plus en plus nombreux à écouter l'émission le dimanche soir. Alors dimanche, justement, nous ferons une émission sur la souffrance au travail avec Marie Peset. Donc si déjà vous voulez nous envoyer vos mails sur le site europe1.fr, eh bien n'hésitez pas à le faire si vous allez au travail avec la boule au ventre, si votre travail vous stresse parce qu'on vous fixe des objectifs inatteignable, on vous donne toujours plus de travail à faire en un minimum de temps. Vous êtes peut-être harcelé sur votre lieu de travail par votre employeur ou un de vos collègues, vous souffrez de burn-out, vous êtes devenu le bouc émissaire de l'équipe. Europe1.fr. Fifi rit quand je dis ça, non? Pourtant Fifi n'est pas notre bouc émissaire, hein, je vous rassure. C'est peut-être le fait de ne plus avoir de travail qui vous détruit peu à peu. Vous êtes retrouvé au chômage ou au retour d'un congé maternité, vous n'avez pas retrouvé les fonctions que vous occupiez précédemment. Vous êtes mis au placard dans votre entreprise, on ne vous donne plus de travail. Ou alors vous, c'est finalement vous n'avez plus de bureau, plus d'ordinateur, plus de téléphone. On vous a carrément rayé de l'organigramme. N'hésitez pas à nous faire part de votre situation par mail sur le site europe1.fr. Bien sûr, dimanche, nous serons en direct entre 23h et 1h avec Marie Peset, à qui vous pourrez exposer votre situation et poser toutes vos questions. Elle est psychanalyste, elle connaît très bien le monde du travail, elle est psychosomaticienne et elle sera parfaitement à même de vous répondre et de vous guider, de vous orienter. Pour l'heure, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. La ligne est ouverte au 39 21. Paul et Jeanne vous y attendent, ainsi que Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien sûr, vous pouvez nous envoyer vos messages par SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit ou par mail sur le site europe1.fr. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Alors je pense que c'est moi qui je prends la parole, c'est ça? Oui, ça se passe voilà. Comme ça, en fait, c'est à vous commencer. Oui. Je suis animé par deux sentiments, la joie ou le plaisir d'avoir peut-être des réponses de votre frère, et puis aussi, comment dirais-je, l'anxiété d'avoir l'impression d'ouvrir un petit peu une boîte de Pandore, parce que je vais parler de ce qui m'est arrivé, et pour la première fois de ma vie, j'ai 54 ans, et j'ai un petit peu la voix qui tremble, en fait, du coup, je n'attendais pas à ça, je suis un peu ému. Désolé. Non, voilà. J'ai eu l'occasion de vivre des événements assez tragiques, on peut dire ça. Oh, je suis désolé, j'ai du mal. Quand j'étais. Qu'est-ce qui fait que vous éprouvez le besoin d'en parler aujourd'hui? Je crois que c'est le tournant qu'a pris ma vie. Enfin, en fait, j'essaie de regarder un peu dans le rétro et je me rends compte pour résumer, en fait, je me rends compte des capacités que j'avais. Oui. Et je pose des questions de savoir, justement, c'est le but de mon appel, de savoir pourquoi et dans quelle mesure ce que j'ai vécu quand j'étais jeune a eu de l'influence sur mon parcours d'adulte. D'accord. Voilà. Alors, sans pour autant me chercher des excuses, hein, mais pour savoir si vraiment ce qu'on vit quand on est vraiment dans la première jeunesse jusqu'à l'adolescence peut avoir comme impact donc sur la suite. Alors, pour résumer, je suis issu d'un premier mariage. Ma mère s'est mariée une première fois. Elle a eu 3 enfants. J'étais l'aîné. Oui. On a vécu un divorce rocambolesque. Enfin, c'était quelque chose d'assez spécial. Les 3 enfants dont je faisais partie, on est parti avec des gendarmes. Enfin bon, c'était vraiment particulier. Ah oui. Sans être au courant de rien du tout, bien sûr. J'avais 7 ans à l'époque. Et on s'est retrouvés dans une maison qu'on connaissait pas avec un nouveau monsieur, qui était qui allait devenir le nouveau père de famille et qui allait faire 2 enfants à ma mère. Donc en tout, on est 5. Le problème, c'est que, après le divorce, donc déjà premier choc, et il s'est passé que le second mari donc de ma mère a commencé par être très comment dirais-je, agressif avec une de mes sœurs, pour finir parce que c'est difficile d'exprimer. Enfin, il a fini par abuser elle, pardon.
Ah oui. Et Quel âge et, avait votre sœur? elle avait, il a commencé à la frapper très vite, et après ça a dû se passer. Elle avait à peu près 9 et 10 ans, quoi, entre 9 et 10 ans. Elle en a parlé tout de suite? Non, justement, c'est là où ça c'est compliqué en fait. Oui. J'ai nourri un sentiment de culpabilité rétrospectivement, c'est-à-dire qu'il est décédé très jeune. J'avais 15 ans. Oui. Il était atteint d'un cancer du cervelet, donc il est parti très vite. Donc les 2 derniers enfants avaient 2 et 4 ans. Oui. Et moi j'avais 15 ans. Et c'est quasiment le jour où le corps du mari de ma mère a été rapatrié à la maison qu'il y a eu une explosion en fait de ma sœur. L'expression qu'elle a eue a été pour le moins suspecte. Et qu'est-ce qu'elle a eu quelle parole a-t-elle eu à ce moment-là? Des paroles de quasiment de joie, quoi. Oui. C'était un soulagement, quoi. Bien sûr, mais on peut comprendre. Évidemment. Elle était libérée, évidemment, de cet homme. Voilà. Mais là où ça a été compliqué pour moi, c'est-à-dire que rétrospectivement, je me suis rendu compte que quelques années avant, j'avais découvert ma sœur dans la niche près de la niche d'un chien qu'on avait, et posant la question à ma mère m'a répondu qu'elle était somnambule. Qu'elle était, pardon? Elle était somnambule, qui évidemment était faux. Et c'était sa façon à elle d'expliquer cette chose sur laquelle j'étais tombé, quoi. Ma sœur, bizarre, quoi. C'est particulier, il y avait aucune raison, quoi. Bien sûr. Et en fait, j'ai enterré cette histoire. J'ai fait confiance à ma mère et du coup, j'ai enterré. Pardon. Et c'est donc c'est à la mort donc de cet homme que je me suis rendu compte que ce jour-là, c'était le point de départ de ce que je savais, tout en l'ignorant, quoi, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai laissé faire. Enfin, j'ai laissé faire. Je ne pouvais pas faire grand-chose, mais... Que pouviez-vous faire, oui. Voilà, c'est ça. Mais je sais bien, mais je suis d'accord avec vous. Mais après, c'est vrai que quand on grandit, on se dit... Voilà, et puis il y avait plein d'autres choses qui se passaient. Ma sœur devenait agressive avec nous aussi. On comprenait pas pourquoi. Son humeur changeait, son caractère changeait. C'était évident. Et tout ça, je m'en suis pas rendu compte, quoi. Je mettais ça sur le fait que c'était une seule gamine, quoi. C'était. Bien sûr, mais après on s'en veut. Vous n'aviez pas un rôle parental vis-à-vis d'elle. Non, vous étiez son frère, donc. Bien sûr. Vous pouviez pas imaginer, d'autant que. Comment se comportait-il avec vous, ce beau-père? Très distant. J'ai pas vraiment eu de chance. Mon père était distant et lui l'était aussi. Donc, mais le problème, c'est que c'est surtout ce qui me fait le plus mal, en fait. C'est la première fois que j'avais appelé, que je suis tombé sur Jeanne, je crois. Oui. Je disais à quel point j'avais un sentiment d'incompréhension. C'est-à-dire que en fait, voilà, l'amour de son mari avait primé sur l'amour de ses enfants. En parlant de ma mère, bien sûr. Oui. Donc, c'est ce qui a été je crois que c'est ce qui a été le plus compliqué à gérer. Vous pensez que votre mère a su, oui. savait que par exemple, quand vous citez cette situation, la niche là, vous pensez que votre mère savait que c'était votre beau-père qui l'avait envoyé là? Oui. Vous avez assisté, il se montrait violent avec votre sœur devant vous? Non, c'était fait. Non, c'était vraiment très pervers. C'était presque pire parce qu'en fait, j'ai souvenir d'une des premières nuits, alors que ça faisait quelques mois qu'on avait changé de domicile. J'étais avec ma plus petite sœur, elle c'était la deuxième, et je me souviens des cris. On entendait, ma petite sœur et moi, entendait les cris de ma sœur qui se faisait frapper, quoi. Et on se demandait pourquoi. On disait, elle a été méchante, elle a fait une bêtise, quoi. Vous interprétiez à hauteur d'enfant. Oui, bien sûr, oui. Là, aujourd'hui, ce qui est douloureux, c'est cette reconstruction en tant qu'adulte. Mais à ce moment-là, c'était à hauteur d'enfant. Oui, j'entends bien. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et alors donc, pour juste très rapidement continuer l'histoire, donc je me suis retrouvé du coup chef de famille, quoi. Oui. L'aîné, et là, justement, à chaque fois que j'y pense, mais j'ai carrément occulté tout ça. J'avais ni haine ni rien du tout. J'avais complètement occulté tout ça parce que je me retrouvais à la place donc
du chef de famille, à soutenir ma mère donc qui se retrouvait seule avec 5 enfants dans une misère assez grande, hein, je ne vous le cache pas. Donc tout était très compliqué et ou inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien, mais j'ai laissé tomber ce problème et j'ai fait de mon mieux en fait, pour faire en sorte qu'il y ait une présence, pour les 2 petits qui grandissaient, pour éviter qu'elles se retrouvent débordées. Et je suis finalement très vite parti. 2 ans et demi plus tard, j'étais parti, je m'engageais à l'armée, etc. quoi. Peut-être que je pouvais plus, je saturais, je sais pas. Enfin bon. Mais c'est plus tard que ça m'est revenu un petit peu comme un boomerang et que ça m'a. Et à partir de ce jour-là, ma vie a complètement changé. C'est-à-dire que je suis devenu instable. Je tiens pas en place à tous les niveaux, professionnel, sentimental. Voilà, je vais vous dire, ça sert peut-être à rien, j'en sais rien. J'ai un QI très supérieur à la moyenne. À l'école, on me traitait de fumiste, etc. Je travaillais le dernier trimestre pour passer à l'étape suivante, etc. Oui, vous aviez de grandes capacités sans fournir trop d'efforts, oui. Et finalement, je me rends compte que j'ai jamais exploité mes capacités à fond, quel que soit le domaine dans lequel j'étais. J'ai jamais. Je me contente du ralenti. Et ça suffit pour être Et c'est. Quel lien avez-vous aujourd'hui avec votre sœur? Avec ma sœur, c'est celle avec laquelle je suis le plus en contact dans toute la fratrie. Oui. Vous en parlez? Vous en avez reparlé avec elle? Non, jamais vous n'avez évoqué. Jamais elle n'en a parlé, elle non plus. Non. Elle, de son côté, elle est mariée, elle a des enfants? C'est pareil, ça a été chaotique. Mariée 2 fois. Des enfants à chaque fois, ça s'est très mal passé à chaque fois. Elle s'occupe de personnes âgées, elle est tout le temps dans le don, dans le don de soi, et les autres d'abord et elle après. C'est pour ça que je vous dis, j'ai la deuxième, celle qui est donc la plus petite de la première couvée, je vais appeler ça. Elle aussi, elle est particulière. Elle, par contre, c'est l'inverse. Elle est renfermée sur elle-même. Elle ne partage rien, elle ne donne rien. Elle est centrée sur elle-même. Ça, c'est très particulier, quoi. On vit des choses qui sont similaires. Et finalement, non, vous n'avez pas vécu les mêmes choses au sein de cette fratrie. Et puis, de toute façon, on n'a pas déjà les mêmes relations avec ses parents. Mais enfin, vous posez la question, c'est toujours terrible quand on apprend que dans une fratrie, il y en a un qui a été particulièrement maltraité, alors que les autres ont été relativement épargnés, voire totalement épargnés. Complètement, oui. Et il s'ensuit souvent une culpabilité assez écrasante, y compris pour les frères et sœurs, parce qu'on se dit pourquoi lui et pourquoi pas moi. D'autant plus que vous avez précisé que dans la fratrie, vous êtes l'aîné. L'aîné, avec en plus en tant que garçon, et avec votre père qui a été très peu présent pour vous, si j'ai bien compris. Oui, complètement. Donc vous étiez peut-être un peu senti, investi de cette position d'autorité, d'aîné, de garçon, de protection, peut-être par rapport aussi à ce beau-père qui lui était, on le voit bien, qui agissait comme un tyran vis-à-vis de votre sœur et puis qui, avec vous, finalement, se tenait à l'écart. Enfin, vous n'avez pas pu construire de lien avec lui. Donc ça vous mettait dans un rôle aussi particulier. Oui, mais justement, c'est que j'en ai pas fait usage, en fait. J'ai pas été. Que pouviez-vous faire? D'abord, vous ne saviez pas ce qui se passait. Non, en fait, c'est vrai, j'ai jamais su. En fait, je l'ai su vous l'avez su au moment où ce beau-père est décédé. D'ailleurs, comment votre sœur, parce que à ce moment-là, elle a exprimé de la joie, ce qui était évidemment paradoxal quand on annonce dans des moments de deuil, de décès. La joie, évidemment, en pleurs, mais de la joie, oui. Bah oui, tout était mêlé. Tout était mêlé. En fait, la libération, enfin, ça s'arrêtait. Votre mère, comment a-t-elle réagi justement, elle, à ce moment-là? Ma mère, elle a fait ce qu'elle a pu avec nous, et après, elle est tombée dans la religion à 400%. Une fois que cet homme a été décédé? Oui. Dans la religion? Oui. Alors qu'elle n'était pas particulièrement sans plus, croyante ou pratiquante, en tout cas, auparavant. Pas pratiquante, non. Bon, c'est pas plus ou moins, je me rassis, j'ai souvenir quand on était
assez jeune, on allait à l'église régulièrement le dimanche, mais bon, sans plus, il n'y avait pas de, c'était pas du prosélytisme, quoi. C'était discret, quoi. En fait, c'était presque comme une habitude, mais sans plus, quoi. C'était pas, on n'entendait pas, on faisait pas la prière avant de manger, ni avant d'aller se coucher. C'était comme ça en surface, quoi. Donc après cet homme, elle n'a jamais refait sa vie, comme on dit. Elle n'a jamais eu à Non. nouveau quelqu'un. Non. Donc elle s'est réfugiée dans la religion. Ouais. Elle est donc. Mais vous avez grandi dans une forme d'abandon moral, hein, tous. Parce que je trouve que votre sœur, évidemment, a été victime de cet homme qui s'est comporté en prédateur vis-à-vis d'elle, sexuel. Ah, ouais. Mais vous étiez, je trouve, très livré à vous-même, enfin, dans une forme d'abandon moral, entre ce père qui n'a plus été là et qui n'était peut-être même déjà pas tellement là quand il était avec votre mère. Oui. Et votre mère, quand elle s'est mise en couple avec cet homme, déjà elle a fait 2 enfants très rapidement, mais au-delà de ça, vous dites, elle était femme avant d'être mère. Elle a privilégié son couple avant tout. Ça, oui, c'est ça. C'est ce que j'arrive pas vraiment à comprendre. Il y a des hommes et des femmes qui fonctionnent comme ça. Ouais. Et non, alors, vous savez l'impact que ça a eu principal chez moi. Le hasard, il y a un accident, on peut appeler ça un accident. Je me suis retrouvé père à 19 ans et demi. Oui. Et alors que j'étais dans ma tête, j'étais persuadé de ne jamais avoir d'enfant et de ne pas en vouloir. D'ailleurs, ça m'a coûté plusieurs couples plus tard. Oui. Parce que les femmes avec qui j'étais, finalement, même si elles étaient prévenues, parce que j'avais au moins je prévenais que j'avais un problème avec ça. Et malgré tout, les années passant, pour certaines, elles faisaient le forcing et je partais. Ça m'est arrivé plusieurs fois et dont une fois où je me suis fait harakiri parce que j'aimais tellement cette femme, mais je voulais pas la priver de ça, quoi. Donc j'ai vraiment fait quelque chose de terrible pour moi, et pour elle aussi d'ailleurs. On est toujours en contact, on est 2 âmes sœurs. Elle a refait sa vie, elle a un enfant, tout va très bien pour elle, mais on sait tous les deux qu'on passe à côté de quelque chose de... Voilà, on a vécu 5 ans ensemble sans jamais lever le ton une seule fois. Enfin, c'était juste... Voilà, c'était la femme de ma vie. Et c'est là-dessus justement que je voulais en venir. Est-ce qu'il y a une raison, la cause à effet, quelque chose, et est-ce que je peux imputer ça à moi-même? Est-ce que c'est mon caractère? Est-ce que ma jeunesse, mon enfance a eu des répercussions sur moi? Est-ce que j'arrive pas à faire? En fait, j'arrive pas à faire. On est toujours le fruit de son enfance, hein. On est toujours évidemment. C'est le terreau, hein, dans lequel on se construit, donc bien sûr, ça ne veut pas dire qu'après on ne peut pas surmonter les obstacles qu'on a rencontrés, les difficultés, mais on se construit quand même en fonction de ce qu'on a vécu et de ces références qu'on a eues sous les yeux et qui nous construisent, qui nous pétrissent, enfin, à notre insu, hein. On est modelé par cela. Mais après, ce que je n'arrive pas bien à comprendre, c'est qu'est-ce qui, selon vous, quelles sont les répercussions que vous ressentez, vous, dans votre vie d'adulte aujourd'hui? J'ai une vie chaotique, c'est terrible, c'est les montagnes russes, quoi. J'arrive pas à me stabiliser, j'arrive pas à fabriquer quelque chose, à construire. Vous parlez de cette femme-là, qui est... Oui, mais entre autres, c'était la dernière, c'était la plus importante, et notre histoire était la plus longue, enfin bon, c'était fabuleux. Vous vous êtes quitté parce que elle voulait un enfant et vous ne vous sentiez pas prêt. Oui, même par amour pour elle, vous n'avez pas pu. C'est ça, en fait. Non, j'ai pas pu. Non, je voulais pas, vous aviez peur. Une peur bleue. Ah oui, vous aviez peur. Et cet enfant que vous avez eu à 19 ans et demi? Oui. Elle a 34 ans, elle est magnifique, elle vient d'avoir son 3e enfant il y a 2 mois, elle a pas eu de père elle non plus, parce qu'évidemment je suis parti très vite, elle avait 2 ans et quelque chose et je suis parti, ça a été aussi rocambolesque, je ne peux pas tout raconter, parce que les gens vont croire que c'est possible que je suis mythomane, mais c'est vrai que... il y a des vies romanesques, hein. Oui, je l'ai pas vu pendant 5 ans, parce que sa mère... m'a empêché de la voir. Enfin bon, on s'est retrouvés, elle avait 10 ans, vite fait, et après, depuis qu'elle a 14 ans à peu près, elle est venue me voir plusieurs fois. J'habitais dans les îles lointaines, là-bas, pendant très longtemps.
Et depuis, on est en contact et tout va bien, quoi. On a réussi à recoller les morceaux et je suis sa vie, elle suit la mienne, enfin le peu que je lui en dis en tout cas. Et elle est heureuse, tout va très bien pour elle. Elle se marie le week-end prochain, tenez. Voilà, une info. Bon, Et, donc elle se construit. Oui. Elle a pu se construire. Mais vous, vous dites, il y a quelque chose, vous avez du mal à comprendre que votre mère est, vous dites, presque mis en priorité son mari aux dépens de ses enfants. Ouais. Vous en avez parlé avec elle ? Non, c'est le genre de famille où on ne parle pas. On ne parle pas. Non, parce que c'est voilà, comme je vous dis là, c'est la boîte de Pandore, je le fais avec vous. Mais il y a des femmes qui ne peuvent pas être, qui ne savent pas être maternelles. Ouais. Qui ne savent pas l'être, il y en a qui ne savent pas l'exprimer. Quel lien aviez-vous, vous, avec votre mère ? Mais pourtant, ça allait, on était... Oui. Je vous dis jusqu'à ce que je m'en aille, même un petit peu après, ça allait, quoi. Mais c'est-à-dire que vous pensez que votre mère savait pour votre sœur que son mari abusait d'elle ? Oui, j'en suis persuadé. Oui, j'en suis persuadé. Mais tout ça reste, non dit. Vous n'en avez pas parlé, voilà, ni avec votre sœur. Non, c'est le fameux placard. Mais vous vous sentez coupable aujourd'hui ? Non, parce que je me suis fait quand même, je me suis fait ma petite analyse à moi, et puis j'ai les mêmes réactions que vous. J'étais gosse, je pouvais pas, le coup de la niche, je l'ai pas interprété comme, j'ai trouvé ça très bizarre, très suspect. L'attitude de ma sœur qui changeait, son agressivité, elle se renfermait. Enfin bon, tout ça, c'était, je pouvais pas faire de lien avec ce qui se passait réellement. Donc, à un moment donné, je me suis senti coupable. Mais bon. Je crois que vous vous sentez quand même. Il y a quelque chose même si aujourd'hui vous rationalisez, je pense qu'il y a une culpabilité. Ouais. C'est toujours de toute façon terrible pour des enfants. Quand dans une famille, l'un d'eux est victime de violence par l'un des parents ou un beau-parent, ou des beaux-parents, parce que ça les met dans une position de passivité, comme s'ils étaient complices de quelque chose, alors qu'évidemment ils sont également victimes. Ils sont également victimes. Ils sont les premières. L'enfant qui est maltraité est victime, mais les frères et sœurs aussi, parce que dans ce sadisme qu'exerce l'adulte par sa position d'adulte. Et qui fait de l'abus de pouvoir, il donne à voir aux enfants que c'est la loi du plus fort. On est dans la toute-puissance. C'est sans foi ni loi, finalement. Et les enfants sont soumis à ce désordre-là. Et même ceux qui ne sont pas maltraités sont victimes aussi de ça. Quand, parfois, ça va jusqu'à... un enfant dans une fratrie est le bouc émissaire de ses frères et sœurs parce qu'il est violenté, maltraité par ses parents. Ça peut aussi arriver. Et c'est toujours terrible. Je me suis pas mal renseigné. J'ai pas mal étudié le problème. J'ai essayé de voir un peu, de comparer, de connaître un peu des histoires différentes qui pourtant avaient quelques points de ressemblance, etc. Et c'est vrai qu'on arrive à des choses qui sont... Mais votre sœur en a parlé à quel moment, elle, de ça ? Parce que vous dites... C'est juste le jour, ce fameux jour qui me restait en mémoire. Mais comment avez-vous pu comprendre qu'il y avait eu, y compris les violences physiques, mais des violences sexuelles ? Parce est-ce qu'elle l'a dit ? Est-ce qu'elle l'a exprimé ? Elle a dit ce jour-là. Ouais. Et c'est la seule fois de sa vie qu'elle en a parlé. Et est-ce que ça, à ce moment-là, votre mère, qui vous dites, était effondrée par la mort de cet homme, mais donc c'est la seule fois où elle en a parlé parce que vous avez eu le sentiment qu'elle n'a pas été entendue ? Ah non, ça n'a pas été relevé en tout cas. C'est-à-dire que c'est là où j'ai su que ma mère était au courant, quoi. De quelle façon l'avez-vous su ? C'est à la réaction de ma mère. J'ai su qu'il y avait... Qu'est-ce que ça a été, la réaction de votre mère ? Ça a été aucune défense, quoi. Elle ne lui a pas dit « qu'est-ce que tu racontes là ? Qu'est-ce que tu dis ?» Non, elle a quasiment pas nié, quoi. En fait, elle a pas nié, elle a pas... C'était un aveu, quoi. C'était un aveu. Pour vous, c'était un aveu. Terrible. Oui. Terrible. En même temps, elle était dans un état d'effondrement aussi. Oui, mais enfin bon, c'est quand même le... Enfin, je sais pas. Elle n'a pas relevé. Tout le monde était en état de choc. Elle n'a pas... Et vous n'avez jamais repris avec votre sœur, ça ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait vous aider, vous, et peut-être aider votre sœur, de dire... Pourquoi ? Vous craignez d'en parler ? Non, elle est trop fragile. Non, elle est fragile. Elle est très, très fragile. Elle est forte comme ça, mais je la sens... Oui, mais pour elle, peut-être, si elle en a parlé que cette fois-là,
et que au fond, elle a eu le sentiment de crier dans le désert et que personne n'entendait. Si, elle sait que je sais. Enfin, elle sait que j'ai compris. Comment elle le sait? Parce que tout est en non-dit. Non, mais après, il y a eu, en fait, il y a eu une autre. En fait, c'est vrai qu'il y a eu deux fois. Une fois, on habitait dans un petit village. Cet homme a été enterré dans le cimetière de ce petit village, dans la campagne perdue. Et il y avait un terrain de foot qui était pas loin. Et un jour, on allait tous les trois, on allait rejoindre des petits jeunes de notre âge pour aller jouer, quoi. Et sur le chemin, sachant du coup qu'on allait vers le cimetière. Et là, s'est passé encore autre chose. Et là, on en a parlé, 3 minutes. Et je crois que c'était les dernières d'ailleurs. Et parce qu'on sentait que on pouvait pas en parler, quoi. Mais voilà, bon. Et encore aujourd'hui, vous avez du mal à en parler. Et pourtant, vous avez besoin de parler en partant de vous, de votre vie, de vos choix de vie, de comment vous vous sentez, vous, aujourd'hui, psychologiquement? Au meilleur, enfin différent. J'ai l'impression d'être différent, mais vraiment différent, mais pas différent on peut être différent pour des bonnes choses, différent. Je sais pas. J'ai un métier de contact. Je travaille dans la restauration. J'ai servi des centaines et des milliers de gens partout. J'ai pas arrêté de bouger. J'ai un contact facile. Je suis toujours en train de plaisanter. Oui, mais qui reste peut-être en surface, non? Ah oui, complètement, oui, bien sûr, oui, c'est comme les fameux clowns tristes, hein, bon. C'est un peu ça. Pourquoi vous n'iriez pas parler de votre histoire? On sent que vous avez besoin de parler de vous, de votre histoire, par rapport à cette question que vous posez, en quoi votre enfance, ce poids aussi, ce secret avec lequel vous avez grandi, qui a porté sur votre sœur et sur votre beau-père. Pourquoi vous n'iriez pas un peu déposer tout ce fardeau là? En fait, non. Là, je le fais. Non, mais oui, mais vous le faites, d'accord. Mais vous le faites là. Mais vous voyez bien que c'est pas en une fois en parlant à la radio. Alors pourquoi le faites-vous? Pourquoi le faites-vous? Dites-moi. C'est juste pour. En fait, j'ouvre un petit peu une vanne, en fait, c'est ça, quoi. C'est comme si j'ouvrais une vanne. Bon, vous avez ouvert la vanne, mais continuez. Moi, je vous encourage à. Ça peut pas se régler. Ne la refermez pas. Mais j'ai une autre vanne qui est ouverte. C'est que j'ai commencé à écrire des choses donc là-dessus. J'ai essayé de raconter un peu ma vie. Ça part de. Oui, mais puisqu'elle vous tourmente autant, et on peut le comprendre, c'est important. C'est pas la même chose. Écrire, c'est très bien. Ça peut être libérateur. C'est bon. Ouais. Mais c'est pas la même chose d'aller en parler à quelqu'un. Donc, il va vous renvoyer des choses, qui va être à l'écoute de ce que vous allez lui dire et avec qui vous allez cheminer ensemble. En gros, vous me proposez d'aller voir un psy, c'est ça? D'aller voir un thérapeute, oui, pour parler de votre histoire, ouais. Parce que cette histoire vous encombre et on peut comprendre à quel point elle vous encombre. Oui, non, c'est compréhensible. Alors, vous essayez d'ailleurs à travers l'écriture. Oui, mais enfin, vous en parlez publiquement à la radio. C'est pas anodin, oui, mais, quand même. Regardez justement ce que je disais, c'est anonyme. Vous ne me connaissez pas. Vous voyez physiquement. Oui, et alors, qu'est-ce qu'il y a de honteux à aller parler de votre histoire à quelqu'un dont c'est le métier d'écouter et où ça restera strictement confidentiel? C'est-à-dire que ce que vous lui direz à cette personne, ça restera dans les murs de son bureau. Et ça ne restera pas. C'est pas juste. Je vous balance le bébé, la patate chaude, et voilà ce qui m'est arrivé, ce traumatisme. En quoi ce traumatisme a des répercussions sur ma vie d'aujourd'hui? Parce que c'est toujours beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtil que cela. Là, vous parlez de quelque chose qui est arrivé à votre sœur. Vous parlez finalement, c'est comme on dit un peu vulgairement, l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on met en avant quelque chose qui a touché de très près, quelqu'un que vous aimiez, votre sœur, mais c'est une façon aussi un peu défensive de ne pas parler de vous, et de vous dans cette histoire-là, et de vous qui ne vous résumez pas à cette histoire-là. Vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, c'est-à-dire que votre enfance, votre adolescence ne peut pas se résumer à ce traumatisme vécu par votre sœur, même s'il y a des ondes de choc et qui parviennent jusqu'à vous, évidemment, en termes de culpabilité, en termes de beaucoup de choses. Mais ça, c'est un peu
bon, l'arbre qui cache la forêt. Il y a aussi d'autres choses. Et dans la mesure où vous vous sentez que vous n'allez au bout de rien, que vous restez, enfin, en tout cas par rapport au potentiel que vous avez, à vos aptitudes, que vous gâchez un petit peu ça. Voilà. Ben, ça vaut le coup de vous poser vous posez de bonnes questions, Raphaël. Ouais, mais cela dit, j'ai peur que ce soit un peu tard. Ah non, non, il est pas tard. Non, il est pas tard. Vous avez 54 ans, hein. Donc, ouais. enfin, il est pas tard à partir du moment où ça crée une souffrance, où ça crée un nœud comme ça, sur lequel vous butez en permanence. Oui, mais après, vous savez, c'est qu'il y a eu tellement de choses en plus de ça. Il y a eu tellement de choses jusqu'à ce que je quitte cette maison, que je vole de Proposel. Pour vous donner un exemple, j'avais un tic qui me déformait le visage jusqu'à ce que j'ai 16 ans. Donc c'était terrible à l'école, etc. J'ai plein de petits traumatismes en fait. Oui, mais allez en parler. Allez en parler. Qui font que bon bah voilà quoi. Pourquoi vouloir en parler? Ouais. Voilà, vous dites, vous avez ouvert la vanne, d'accord? Ouais, moi j'ai envie de vous dire ne la refermez. Je sais pas. Franchement, allez-y, je vous laisse parler. Oui, pardon. Ben, ne la refermez pas. Vous avez besoin de parler. Ça agit en souterrain, hein, sinon. C'est pas n'importe quelle démarche d'aller parler publiquement de cette histoire de violence que votre sœur a subie. Mais je vous dis, il y a d'autres choses certainement dont vous auriez besoin de parler et de vous et dans l'intimité d'un cabinet. Où là aussi, oui, vous n'êtes pas anonyme évidemment pour le thérapeute et heureusement parce que c'est dans cette relation de confiance qui peut s'établir quelque chose et de vraiment thérapeutique et qui va vous aider, vous, à avancer, à évoluer, à ne pas rester bloqué sur des nœuds comme ça. Bon, heureusement que c'est pas anonyme. Mais je veux dire, en dehors de ça, dans votre vie, ça, c'est votre histoire à vous. Vous voyez, c'est pas sur la place publique, hein, pour le coup. J'entends bien. Ouais. D'ailleurs, si jamais d'autres auditeurs ont des réponses ou des expériences, pareil avec des histoires d'enfance compliquées, la répercussion que ça a pu avoir sur leur vie à eux, peut-être parce qu'il y en a qui s'en sortent très bien aussi. Hein. Mais vous en sortez pas si mal, hein? Je ne vous ai pas tout donné les détails. Hein, mais vous en sortez pas si mal quand même, au vu de ce que vous dites. Bon, vous êtes quand même assez structuré. Ça va très bien. Non, bon, alors donc, bon. Non, maintenant, si une enfance a des répercussions sur la vie d'adulte, oui, évidemment. Mais je crois que vos questions, elles sont ailleurs. Assumez-les. Ouais. Je les assume. Oui, non, mais je dis la démarche d'aller voir quelqu'un, ça va être très compliqué. En tout cas, merci en tout cas pour vos réponses et puis je vais essayer. Oui, moi je pense que ça vous aiderait vraiment. Je pense que ça vous aiderait, hein, vraiment. Alors c'est vrai que ça engage plus que d'appeler et de parler comme ça ponctuellement, mais ça reste dans ma façon de je vais encore pas. Oui, enfin vous portez ça en vous et ça agit en souterrain. Bon, c'est dommage. Bien sûr. Donc allez parler, puisque même si vous n'avez pas été dans une famille où on avait l'habitude de parler, ça ne vous empêche pas, vous, de le faire pour essayer d'aller mieux. D'accord. Je vous remercie, Caroline. Il y a quelqu'un qui dit n'hésitez pas à aller en parler à un professionnel qui vous aidera à y voir plus clair. Je vous parle en connaissance de cause, ça libère. D'accord. Bon courage, Raphaël. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Soirée, au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Europe 1, dans les bagnoles, au Batignolles. 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Christine. Bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Je vous en prie. Moi, je vous appelle parce que je suis encore sous le choc de ce qui m'est arrivé il y a 15 jours. Je vais essayer d'être brève. Oui. Quand mon fils avait 17 ans, il a eu une crise qui n'a pas été identifiée, sinon que c'était un délire paranoïaque. Oui. Et moi, je n'ai pas vu à ce moment-là d'autre solution que d'appeler un médecin. Et le médecin l'a fait hospitaliser en hôpital psychiatrique. Oui.
Et là, je me suis entendu dire qu'il y avait 3 versions par rapport à ce qui se passait. Ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Hein. Et on m'a dit, ça peut être une crise ponctuelle, paranoïaque. Ça peut être une grosse dépression. Ou ça peut être l'annonce d'une maladie psychiatrique. Et oui, malheureusement, c'est vrai que oui, à cet âge-là, on attend un peu de voir l'évolution. On ne peut pas se prononcer sur un seul épisode, oui. Voilà. Oui. Donc, il est resté hospitalisé. 3 semaines à moi. Oui, et puis, pour voir un petit peu comment ça a évolué déjà, pour le protéger. Voilà. Et puis, je résume, parce qu'il a 27 ans jour d'aujourd'hui. Oui, donc, d'accord. 1 an après, il était toujours sous le joug de l'hôpital parce qu'il en était sorti. Il avait essayé de reprendre des études, c'était très laborieux et tout. Et puis un jour, comme il avait quand même 18 ans, moi j'allais en consultation avec lui. C'est vrai que je me faisais un peu mal voir. Et moi, je dis au bout d'1 an, je veux savoir quel diagnostic vous posez, puisque vous m'avez donné 1 an. Je veux savoir ce qui se passe. Oui. Et là, j'entends le pire de ce que je ne voulais pas entendre et je l'ai entendu. C'est-à-dire ? La 3e version. La psychose, la schizophrénie ? Un entrée dans la schizophrénie ? D'accord. Voilà. Donc là, la terre s'est écroulée pour moi, évidemment, parce que là, je me suis dit, ce que n'importe quelle maman doit penser à ce moment-là. Je défie n'importe qui de rester zen. Bien, une fois que ça a été posé, la vie a continué. Il est resté à l'extérieur. Il a été hospitalisé en fait 3 fois. À chaque fois, il y avait un espace d'1 an. Mais hospitalisé parce qu'il avait des crises hallucinatoires ? Qu'est-ce qui se passait ? Pas vraiment hallucinatoire, mais ça n'allait pas. Il n'arrivait pas à se concentrer sur quelque chose. Il commençait, il finissait jamais. Oui, on n'hospitalise pas pour quelqu'un qui a du mal à se concentrer, pour autant. Oui, mais en même temps, la psychiatre qui suivait à ce moment-là m'avait dit on va le prendre en charge, on va le mettre dans un centre où il va être suivi, en même temps il pourra sortir. Enfin, c'était un dispositif. Et moi, j'étais complètement d'accord parce que ça... Mais il avait un traitement pour la schizophrénie ? Oui, il avait un traitement, mais ça n'a jamais été aussi parce qu'il prenait, il arrêtait, il voulait pas, il disait que c'était pas vrai. Enfin, c'était compliqué, c'est vraiment très compliqué. Et à 20 ans, il a rencontré une jeune fille. Et puis, petit à petit, avec cette jeune fille, ça s'est très, très bien passé. Et il a repris ses études. Il a été en très grande réussite. Il s'est marié. Il a eu une petite fille. Il a 27 ans aujourd'hui. Oui, il va bien aujourd'hui. Voilà. Et il est diplômé et tout. Donc apparemment, le diagnostic de schizophrénie a été peut-être posé de façon... c'était pas ça. On n'était pas dans une entrée dans la schizophrénie, non ? Il a pas de traitement, il n'est pas suivi, il n'a pas de traitement. Depuis 20 ans, il en a... Oui, il a 27 ans, donc depuis 7 ans, il n'a aucun traitement, il n'a pas eu de crise. Non. Bon. Et alors, on a eu et moi, je n'en ai jamais parlé à sa femme. Parce que moi, par contre, quand elle m'a annoncé qu'elle se mariait, franchement, j'étais pas bien. Vous étiez inquiète? Oui. Oui, en bien même sûr. temps, je me dis, je fais quoi? Je casse tout, je brise tout. Alors que c'est un couple amoureux et tout. Pour moi, ça a été vous aviez peur? Oui, je comprends, bien sûr. Une grosse crise de confiance. J'ai même téléphoné à une de mes sœurs. Je suis même allée voir une psychologue à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais? Je dis pas. Je me sentais malhonnête en me disant pas, et en même temps, je me sentais pas le droit de tout briser. Et il y a eu un événement familial il y a 15 jours qui a fait que justement, cet épisode s'est retrouvé réactivé dans la mesure où la mamie a été entre guillemets mise dans un hôpital parce que elle, c'est pour tout à fait autre chose. Elle fait Alzheimer et le papy ne peut plus la supporter chez elle. C'est qui cette mamie? C'était mon ex-belle-mère, en fait. D'accord. Et donc, elle s'est retrouvée, entre guillemets, de force à l'hôpital. Oui. Et ça a créé... Je m'en doutais. J'ai dit, oh là. C'est-à-dire, qu'est-ce que votre fils a dit quoi ça...
Justement, par rapport à ça, le fait qu'elle n'est pas consentante sur le fait d'être hospitalisée, parce qu'elle, évidemment, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Oui, elle a plus son discernement, oui. Elle, c'est un autre cas, mais le c'est ce qu'on entend dans les maladies d'Alzheimer. Mais votre fils, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est votre fils qui a mal réagi à ce moment-là quand sa grand-mère a été hospitalisée? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Alors il a dit, c'est pas normal, on ne doit pas mettre quelqu'un de force, elle ne veut pas, etc., etc. Bon, et à ce moment-là, quand on est revenu à la maison, ils se sont isolés avec sa femme, et sa femme est descendue. Elle a dit, elle a claqué un grand coup sur la table et dit, maintenant je veux tout savoir. Oh, je dis, ça y est. Je ne savais pas à quel moment ça allait arriver, mais j'ai dit, ça y est, c'est fait. Et alors là, ça a été. Mais c'est quoi, je veux tout savoir? C'est-à-dire savoir sur quoi? C'est-à-dire le fait. Non, parce que vous viviez avec ça, mais attendez, elle a pas arrivé à exiger comme ça quoi que ce soit. Il s'était parlé de quoi? Elle voulait savoir quoi? Alors, elle voulait savoir quoi? C'est-à-dire que mon fils s'est toujours mis en tête qu'il n'a jamais eu besoin de cette hospitalisation, que moi, il aurait suffi que je parte avec lui en vacances et que tout se serait réglé. Oui, enfin, c'est pas ce que vous ont dit les psychiatres à ce moment-là, hein, que c'était pas 8 jours de vacances ou un mois de vacances qui l'aurait aidé à aller mieux. Ça, c'est son interprétation des choses, mais à ce moment-là, il allait pas bien quand même pour qu'on vous ait proposé. Si on parle d'un délire de type paranoïaque, il a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, il y a 15 jours, évidemment que elle a pris entre guillemets son parti. Hein, oui, c'est normal, bien sûr. Et alors, je me suis sentie sur un banc un peu accusée. Elle me dit, mais comment tu as pu lui faire une chose pareille? La famille sert à quoi? Je dis, mais c'est pas possible. Oui, mais là, il mélange tout. Ça n'a rien. Bon, c'est-à-dire qu'il avait ça, l'hospitalisation de sa grand-mère dans des conditions où, évidemment, cette dame, malheureusement, ça se fait contre son gré, mais parce qu'elle est atteinte d'Alzheimer et c'est compliqué pour son mari maintenant de s'occuper d'elle. Là, il mélange tout. Ça n'a rien à voir déjà avec même si ça renvoie à une hospitalisation subie. Hein, comme lui quand il était adolescent, mais il faut peut-être lui rappeler comment il était à ce moment-là et qu'il allait très mal et peut-être qu'on craignait aussi par rapport peut-être pas à sa vie parce qu'un délire paranoïaque, mais enfin il aurait pu devenir très agressif, enfin il fallait aussi le protéger de lui-même. Il ne veut absolument pas entendre ce discours. Et d'ailleurs... oui, enfin c'est peut-être ce qui lui a permis aussi cette hospitalisation et à un moment qu'il a été pris en charge, que ça ne s'aggrave pas et qu'il aille bien aujourd'hui. Hein. Parce qu'il a été traité... Bon, si ça avait été une schizophrénie... enfin, il y a des formes de schizophrénie qui sont... Bon, enfin, c'est quand même très, très rare. Mais si ça avait été vraiment une schizophrénie diagnostiquée, malheureusement, même en faisant de la prévention, en donnant un traitement, il y aurait des signes qui persisteraient. Bon, pour autant, là, il est dans un déni de ses difficultés à ce moment-là, où c'est vrai que les médecins ne posent pas un diagnostic comme ça, parce qu'on sait qu'il y a des jeunes gens qui peuvent faire ce qu'on appelle une bouffée délirante aiguë, où c'est un épisode psychotique de décompensation, c'est-à-dire qu'elles basculent hors de la réalité. Bon, elles ne perçoivent plus le réel, elles sont dans leur vie fantasmatique qu'elles perçoivent comme la réalité, il peut y avoir des hallucinations. Bon, on est obligé de les hospitaliser, parce que ça présente un risque pour elle et parfois pour les autres, mais surtout pour elle-même. Et on attend de voir comment ça va évoluer. Parce que soit ça peut être un épisode unique et il ne se reproduira plus jamais rien, soit il va y en avoir plusieurs et ça peut parfois être une entrée dans une psychose. Voilà. Bon, c'est ce qui a dû se passer pour votre fils, où à 17 ans, oui, on attend de voir, on sait que c'est des zones de fracture, on sait que c'est à ce moment-là qu'il y a des décompensations qui se mettent en place. Décompensation, c'est-à-dire passer d'un état normal à un état pathologique, hein, en gros. Bon. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas toujours. Donc on sait, et oui, on hospitalise, parce que heureusement que le médecin à ce moment-là ne dit pas, madame, allez passer 8 jours de vacances et ça ira mieux. Ils savent quand même faire la part des choses entre du surmenage, du stress et quelque chose qui relève de troubles psychiques. Voilà. Et
au jour d'aujourd'hui, comment dire, je voudrais expliquer que moi, à ce moment-là, je n'ai pas eu d'autre solution. Parce que j'ai même eu l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, je voudrais leur écrire un courrier parce que tous les deux, ils se sont tellement mis contre moi que je veux leur dire qu'en tant qu'adulte, je n'étais pas seule. Mais d'abord, vous étiez seule, le père n'était pas présent ? Non, le papa est décédé. Était décédé. D'accord. Déjà. Et non, donc, mais je crois que je suis pas tellement pour le courrier. Vous allez bien avoir l'occasion d'en reparler. Le courrier, ça fait vraiment se justifier de quelque chose. À ce moment-là, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Mon fils ne veut pas. Il veut pas l'entendre, c'est son problème, j'ai envie de dire. Vous voyez, il y a quelque chose qui est réactivé là, de quelque chose dont il ne vous en avait jamais parlé jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il a une attitude très très distante avec moi et qui est un peu incompréhensible pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Par exemple, ma belle famille ne comprend pas pourquoi il est aussi distant avec moi, pourquoi il est si sévère avec moi. Surtout, il a une petite fille et il m'en a presque privé pendant 1 an. Je n'avais pas le droit d'y toucher. Le jour de Noël, j'ai voulu la prendre dans mes bras l'année dernière. Il m'a dit non, pas toi. Oui, donc il vous en veut. Ah, terriblement. Et c'est vrai qu'il m'a fait pleurer parce que cette petite a maintenant 2 ans. Bon, au jour d'aujourd'hui, par contre, il ne l'empêche pas de me voir. Au jour d'aujourd'hui, la petite me saute dans les bras et bon, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est vrai qu'il veut marquer et pour moi, c'est terrible, quoi. Et ma belle-fille m'a dit l'autre fois, je comprends enfin. Je dis, tu comprends quoi? Non, mais toi qui me connais, comment tu imagines que j'ai pu faire une chose pareille? Un nana de 25 ans, merde. Pardon? Mais parce que moi, je pense que... Non, excusez-moi, parce qu'on parlait dans le casque pour voir, et je disais, c'est... Voilà, par rapport à une jeune fille de 25 ans derrière, voilà, c'est tout, excusez-moi. Moi, il vous en veut de cette période-là, ça n'a jamais été vraiment exprimé, verbalisé. Pour autant... là, eh bien, comme vous le dites vous-même, à l'occasion de l'hospitalisation de sa grand-mère, ressurgit cette hospitalisation qu'il a vécue comme une agression, comme quelque chose que vous lui avez imposé. Bon, je crois qu'il faut l'entendre dire, c'est vrai, vous pouvez lui dire, c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion de reparler de la façon dont tu avais vécu les choses, mais vous de dire bon, dis-moi à ce moment-là, explique-moi, de pouvoir entendre, peut-être, c'est ce qui est un peu compliqué, les reproches qu'il a à vous faire, parce que lui, comment il a vécu de son côté, alors c'est compliqué, à 17 ans, on est en plus en pleine opposition, bon, et vous pourrez après lui expliquer calmement, sans avoir l'air de vous justifier à tout prix, mais de dire qu'à ce moment-là, vous étiez vous-même très désemparé par rapport à ce qui se passait, parce qu'il a quand même présenté des symptômes alarmants, et que les médecins qui se sont occupés de lui ont préconisé une hospitalisation pour le mettre à l'abri aussi de lui-même et voir un petit peu comment ça évoluait, parce que qu'il se renseigne quand des jeunes gens, encore une fois, à ces âges-là, présentent ce type de troubles, on les met en observation pour voir comment ça évolue. On les laisse pas comme ça au sein de leur famille. Oui, une hospitalisation est nécessaire pour faire un bilan. Comme s'il avait eu un problème somatique, il aurait pu être hospitalisé pour voir comment ça évolue. Soit on le traitait tout de suite, soit on évolue. Donc vous avez fait, vous avez fait parfaitement, vous avez tenu parfaitement votre rôle à ce moment-là. Il n'y a pas quelque chose d'abusif de votre part, enfin. On vous dit que votre... Pour moi, mais vous pouvez le dire, que pour vous, vous étiez extrêmement démunis et que ça a été terrible pour vous aussi. Vous avez été dans une très grande angoisse. Je lui en ai parlé plusieurs fois. Il ne m'entend pas. Il ne m'entend pas. Il me dit non, tu pouvais faire autrement. Et ça fait longtemps que ça dure, depuis ses 17 ans pratiquement, depuis qu'il a repris un peu le fil de son histoire. Il m'en a toujours voulu, toujours. J'ai pas l'impression. Et on est resté là-dessus, il y a un blocage.
J'ai un problème, je suis désolée parce qu'on me parle en J pour voir pour la suite et j'ai un problème normalement, je vous explique le déroulement de l'émission, j'ai un problème où je suis en train d'essayer de voir pour la suite de l'émission les appels qu'on me communique. D'accord. Et normalement j'appuie sur un petit bouton qui est un micro d'ordre qui me permet de parler à la régie le plus rapidement possible pour ne pas empiéter sur votre témoignage. Et là j'ai un petit souci avec ce micro et c'est pour ça qu'à un moment, c'est vrai que vous m'avez entendu dire merde et je m'en excuse parce que je me rendais compte qu'effectivement j'avais un souci avec ce petit bouton. Vous voyez, vous avez toutes les... Pardonnez-moi c'est vraiment des choses purement techniques. Mais si vous voulez, moi je comprends vraiment que vous vous soyez senti aussi démuni parce que faire face seul en plus à ce genre d'angoisse où ça touche à la santé psychique. Oui. Samedi, parce que j'ai même, quand j'ai dit à ma belle-fille, mais est-ce que tu imagines ce que j'ai vécu seul, le papa n'étant plus là. Oui. Et ça, elle me dit, mais c'est normal, tu es sa famille. Oui, enfin bon, elle a ce côté très raide et on peut comprendre. Hein, elle est du côté de, elle a dû sentir son mari très lui-même à la fois en colère, à la fois bon, ça faisait remonter plein de choses. Après tout, ils s'entendent bien, ils sont soudés, tant mieux pour leur couple. Donc peut-être qu'aussi ils sont jeunes encore tous les deux et qu'elle elle a peut-être des choses aussi à régler avec ses propres parents et au lieu effectivement de tempérer en disant oui, je comprends que pour vous ça a été extrêmement dur quand on a quand on est en questionnement sur la santé de son enfant, qu'elle soit physique ou mentale, mais en plus mentale, hein, ça fait très peur parce qu'on se dit tout de suite, vous l'avez dit vous-même, quand on vous parle du diagnostic de schizophrénie, c'est terrible pour des parents parce qu'on se sent complètement impuissant. Bon, et vous avez été vous-même dans cette attente. Hein, vous dites bien d'ailleurs, au bout d'un an, vous vouliez savoir ce qu'il en était. Bon, je crois que vous pouvez, c'est peut-être l'occasion de ce qui couvait. Voyez, vous dites que votre fils, la famille ne comprenait pas pourquoi il était distant avec vous, pourquoi avec votre petite fille, il vous l'a donné, mais quand même à contre-cœur. Bon, il y a quelque chose de cette période-là qui a émergé et entendez-le là-dessus. Alors peut-être que si vous voulez le faire par courrier, après tout, que vous vous sentez plus à l'aise par écrit, mais que ça tourne pas au justificatif. Voyez, vous n'avez pas non plus vous, parce que ça serait contre-productif. Ça donnerait le sentiment que oui, de fait, vous êtes coupable. C'est-à-dire que vous dites que oui, finalement, vous n'avez pas parlé de cette période-là de sa vie qui a été très éprouvante pour lui et pour vous aussi, et que vous êtes prêt à l'entendre, vous êtes prêt à en parler avec lui. Mais en disant calmement qu'à ce moment-là, ce bilan, cette hospitalisation était nécessaire. Même si il a mal vécu et que vous êtes prête à en parler avec lui. Oui, mais... Vous voyez, ça peut finalement permettre de crever cet abcès qui est difficile. Alors, j'espère pour vous qu'effectivement votre belle-fille va pas jeter de l'huile sur le feu, parce que c'est ça qui est embêtant. Là, on voit bien la façon dont elle est arrivée, comme si elle en faisait une affaire personnelle. Dites-moi tout. Bon, ça va quoi. Hein, c'est là aujourd'hui, elle est avec son mari, il a 27 ans, ils ont une petite fille très bien. Peut-être que ça l'angoissait elle aussi, hein, finalement, de se dire tiens. Ne soulevez pas trop les aspects angoissants parce qu'il risque de très mal le prendre, surtout si c'est devant elle. Peut-être parlez pas du diagnostic de schizophrénie parce que ça peut être angoissant. C'est-à-dire que elle m'a quand même tellement prise d'une façon violente. Oui, j'entends ça. Parce que elle a scandé sur la table et elle m'a dit je veux savoir le diagnostic. Oui, je vois. Et moi, dans sa façon d'être. Oui. J'ai dit tu veux vraiment l'entendre puisque tu veux la vérité. J'ai dit tu vas l'avoir la vérité comme moi je l'ai eue. Vous pouvez remarquer, bon puisque ça a été dit, écoutez, vous pouvez dire qu'à ce moment-là vous avez été assommé par ça. Vous avez été. Vous avez été, voilà. T'imagines pour moi ce que ça a été. Oui. Elle ne voit que le point de vue parce qu'elle l'a entendu, lui, certainement, qui
peut-être vous rend responsable de quelque chose dont vous n'êtes absolument pas responsable. C'est ce que dit Patricia d'ailleurs. Vous n'avez pas à vous justifier vis-à-vis de votre fille, encore moins de votre belle-fille. Vous avez fait votre devoir de maman à ce moment-là. Ce qui aurait été préoccupant, c'est que vous disiez au médecin, non, moi j'en ai rien à faire, et puis justement, j'amène mon fils en vacances, et puis basta. Enfin, face à un enfant qui présente des troubles, qui soient d'ordre physique ou psychique, et c'est encore plus angoissant, parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout, on dit pas, on fait comme si comme si ça n'existait pas. Vous n'avez pas été dans le déni, vous avez été courageuse, vous avez affronté ça. Et peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, on peut se tromper aussi. C'est-à-dire qu'il avait des symptômes qui pouvaient faire penser à une schizophrénie. Et heureusement, c'est ça, il faut voir, heureusement, il va bien. Bon, il avait un épisode de décompensation dans le sens qui pouvait faire penser à ça. Mais à cet âge-là, la personnalité est encore très souple, très malléable. Et ce n'était pas de cela dont il s'agit. Et tant mieux, c'est ça au final. Vous voyez, mais je crois qu'il faut essayer d'en parler... D'en parler calmement. Vous n'avez pas de bilan de l'époque, de choses comme ça? Vous n'avez rien gardé? Non, puis non. J'ai pas. Non, parce qu'en fait, comme il était. Mais vous pouvez dire qu'il peut consulter son dossier médical à ce moment-là, après tout. Voyez aussi que vous ça a été bien sûr que ça a dû être très difficile pour lui, mais aussi pour vous, parce que vous étiez seul aussi à faire face avec en plus un adolescent. Et ils sont parents d'une toute petite fille, ils verront quand ils seront parents d'adolescents. C'est autre chose. Donc ne culpabilisez pas. Vous avez fait ce que vous avez à faire. Maintenant, vous en parlez avec eux, mais encore une fois, vous n'avez pas à vous justifier à tout prix. Vraiment, vous avez fait ce que vous pouviez faire. D'accord ? Vous avez fait la bonne démarche, c'est ce qui. Vous sentez-vous légitime par rapport à ça. Mais si vous pouvez écouter ce qu'ils ont à vous dire, c'est bien aussi. Bon courage, Christine. Au revoir. La nuit continue sur Europe 1 avec vos appels au 39 21, vos messages au 7 39 21, en les commençant par le mot nuit, et vos mails sur le site europe1.fr. Voilà, on a fait un petit peu le point là pendant le journal de minuit. Ce sont les aléas du direct. Vous avez vu qu'il y a des petits soucis techniques. Vous rentrez comme ça un peu dans les coulisses de l'émission. C'est vrai que pour être relié à la régie, où sont ce soir Fifi comme tous les soirs et puis Paul qui est en régie, eh bien je dois discuter un peu, très rapidement, très brièvement, mais pour voir un petit peu quelle est la suite de l'émission, quels sont les auditeurs qui vont passer. Et puis j'appuie sur un petit bouton qui ce soir, vous en avez l'exclusivité et ça marche pas. Donc je vais plus parler, je vais plus communiquer avec la régie. On va voir au fur et à mesure, on va se faire le langage des signes. Comme ça, on va parler. J'ai une grande vitre en face de moi et je vais dire par signe qui va passer à la suite de l'émission. Pour le moment, un petit peu de musique et après nous accueillerons Marie. C'est elle, la petite nana de 25 ans dont je parlais. Voilà, c'est Marie. Europe 1. Merci Sergio pour le petit conseil d'essayer l'ardoise magique pour communiquer avec le boss et avec Paul. Ouais, je pourrais. Je suis frustrée, je peux plus parler là. Voilà, je peux pas communiquer avec eux. Eux, ils sont bien contents. Ça leur fait peut-être des vacances, vous me direz. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous allez bien ? Écoutez, très bien, un peu stressée, je dois avouer. Par ma présentation, c'était pas parce que c'était vous que je disais merde, c'était parce que je me rendais compte qu'il y avait un souci technique, vous voyez. Mais j'étais ravie de vous avoir vous. Pas de souci. Mais je n'en doute pas, Caroline. Ouais. Je n'en doute pas. Voilà. Tout va bien, qu'il n'y ait pas de malentendu. Non, il n'y en a pas, rassurez-vous. Alors vous avez 25 ans, vous venez de rentrer dans la vie active, je vois. Ouais, c'est ça. En fait. Qu'est-ce que vous faites, si c'est pas indiscret ? Disons que je travaille dans le milieu du conseil. En fait, j'ai fait de longues études. En fait, je vous appelle parce que je fais un peu le bilan de ma vie aujourd'hui. Je pense que je suis dans une. Déjà, à 25 ans, c'est un tout premier bilan alors, Ouais, exactement. Ouais. C'est pour ça que je disais à Paul, le fait de m'avoir présentée comme étant une petite nana de 25 ans, ça m'avait flatté en fait. Oui, je dis une jeune nana. Oui, pourquoi c'est pas vous trouvez déjà à 25 ans, vous êtes toute jeune. Ouais, mais parfois j'ai l'impression d'être réellement âgée. Oh là là, dis donc, si vous êtes âgée à 25 ans. Ouais, c'était. Vous parlez à une ancêtre alors.
je me permettrai pas. Que vous dire? Donc, je fais le bilan de ma vie. Je vais vous planter un peu le décor pour vous éclairer. D'accord. En fait, l'aspect professionnel ne me chagrine pas plus que ça. Disons que j'ai une situation assez correcte. Et puis, le professionnel, c'est pas quelque chose de très important pour moi. Donc, je vous disais, c'est plutôt un bilan sentimental. Pour le contexte, en fait, je suis homosexuelle. Oui. Et si vous voulez, j'ai vécu ça dans une famille traditionnaliste, avec une place vraiment très importante qui était octroyée à la religion. Et donc, ça n'a pas dû être simple. Non, ça a été très 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 douloureux. Toute mon adolescence, j'ai vraiment vécu ma différence comme quelque chose de très douloureux, quelque chose de très culpabilisant. Et aujourd'hui, en fait, je vous parle de bilan parce que toutes ces choses-là refont surface. La solitude que j'ai pu éprouver quand j'étais jeune, tout ça refait surface parce que j'étais en couple avec quelqu'un depuis quelques années, donc depuis 5 ans. Oui. Et en fait, on s'est séparés il y a quelques mois. Et en fait, j'éprouve une angoisse terrible. C'est une peur de la solitude. En fait, j'ai l'impression que tout ce que j'ai vécu en étant jeune, le combat que j'ai dû mener pour pouvoir être libre, tout ça, j'ai l'impression que ça m'a fragilisée. Et aujourd'hui, du coup, le fait d'être seule, je ne me sens pas assez forte, en fait, pour affronter la vie. Quand vous dites seule, c'est-à-dire parce que vous n'avez pas d'amour dans votre vie, c'est par rapport à votre famille aujourd'hui. Comment ça se passe avec votre famille? En fait, on ne se parle pas. Ah, vous êtes en rupture avec eux? On n'est pas en rupture. Non. On n'est pas en rupture. Non, on s'appelle, on se voit de temps en temps. Néanmoins, notre relation est extrêmement superficielle. Vous ne pouvez pas parler de vous intimement, c'est-à-dire Non, je. Par exemple, vous ne dites pas, vous ne parlez pas de vos préférences, de vos amoureuses. Non, pas du tout. Ça reste un non-dit. Ils le savent, d'accord. Oui, bon, ils le savent néanmoins. Bon. Voilà, c'est important. Un contrat tacite en fait entre nous. Ils le savent, ils savent que j'ai beaucoup souffert. Eux en ont souffert aussi parce que c'est quelque chose qui leur paraît totalement démoniaque. Et voilà, du coup, on a décidé naturellement, on n'en parle pas. Oui, vous évitez le sujet. Mais pour autant, vous n'êtes pas rejeté par votre famille. Non, je ne suis pas rejetée. Aujourd'hui, non, je ne suis pas rejetée. Comme parfois, il est difficile de parler vraiment de soi, de ce que l'on ressent profondément, même si on ne grandit pas dans une famille forcément comme la vôtre, avec des valeurs religieuses très, très profondes, très ancrées. C'est parfois difficile. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous sentez aussi seule? Vous dites que je peux imaginer à quel point, adolescente, vous vous êtes sentie très seule. De toute façon, c'est toujours compliqué quand on se sent différent de la majorité. Et en plus, dans une famille où vous alliez à l'encontre des valeurs qui étaient prônées par des valeurs familiales. Donc... Mais aujourd'hui, vous êtes entourée, vous avez des amis, vous avez... Oui, je suis entourée. Je suis entourée, mais je me sens seule en fait. Je me sens un peu, je me sens déracinée. J'ai pas d'ancrage en fait. J'ai pas quelque chose qui me... Vraiment, c'est ça en fait. J'ai l'impression de... D'ancrage par rapport à quoi? D'ancrage dans la vie, quelque chose... Mais vous êtes en train de vous les créer aussi, c'est-à-dire que là, vous rentrez dans la vie active. Je vois, vous venez de rompre aussi avec une amie, c'est ça? Oui. Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Ça c'est un pilier dans ma vie. Bon. Du coup, c'est peut-être aussi une période un peu comme ça où vous aviez cette relation qui vous tenait, vous aviez cette complicité qui faisait que vous vous sentiez moins perdu, vous ne vous sentiez pas seul. Il y a aussi cette solitude liée à cette séparation. Ouais, mais c'est vraiment cette solitude, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti, vraiment depuis mon jeune âge. Et c'est vrai que effectivement la rupture a fait ressurgir ce sentiment.
Et à côté de ça, en fait, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Bon. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, mais en fait, je suis un peu dans un cercle vicieux avec cette personne. C'est que j'ai l'impression de m'être amourachée déjà de quelqu'un qui ne me correspond absolument pas, justement pour pallier cette solitude, pour pallier cette angoisse et retrouver un espèce de pilier dans ma vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, de vous lancer très vite dans une relation. Pourquoi, en quoi elle vous correspond pas ? Parce que déjà c'est quelqu'un qui est en couple. Donc déjà c'est un peu compliqué. Oui. Ouais, déjà ça c'est compliqué et puis objectivement c'est pas quelqu'un qui me correspond. Enfin voilà, c'est pas. Bon, c'est un attachement comme ça en ce moment qui peut-être vous fait du bien malgré tout, vous sentir comme ça un peu amoureuse, sentir que quelqu'un pense à vous. Vous en avez besoin. Par rapport à vos amis, vous les voyez avec eux, vous pouvez être vous-même. Parce que c'est important les amis après une séparation amoureuse. Oui, tout à fait, c'est important. J'arrive à peu près à être moi-même, mais je sais pas en fait expliquer avec des mots. Je vous dis cette angoisse. Mais cette angoisse justement, oui. Par rapport à quoi ? Vous pouvez même essayer de mettre des mots un peu là-dessus ? C'est un peu compliqué. C'est vraiment toutes mes souffrances qui ressurgissent là aujourd'hui et j'ai l'impression d'être totalement perdue, totalement démunie. Mais ça se traduit comment l'angoisse là ? Vous faites des crises d'angoisse ou Ouais, je vais faire des crises d'angoisse. Je vais ressentir les choses avec beaucoup de violence, des sentiments qui peuvent. Mais par rapport à votre adolescence, c'est ça quand vous dites tout ressurgit. En fait. Ouais, vous vous sentez à fleur de peau en ce moment. Ouais, vraiment. Bon. Mais vous avez rompu il y a combien de temps ? 6 mois, un peu plus de 6 mois. Oui, c'est récent aussi, hein. Ouais, c'est vrai. C'est récent et c'est cette période d'entre-deux où vous aviez, comme vous dites, vous aviez trouvé un peu une âme sœur, quelqu'un qui vous correspondait, qui vous comprenait et vous, du coup, vous vous sentez aujourd'hui, vous avez plus de mal avec cette solitude que vous ressentez comme telle en tout cas, mais parce que vous n'avez plus cet amour, ce pilier, ce qui représentait cette stabilité dans votre vie. Oui. Donc bon, et puis aussi vous êtes un peu un tournant dans votre vie où là vous intégrez le monde du travail. Mais là vous allez vous trouver. Comment ça se passe dans votre travail ? Ça va. Bon. Je suis pas plus épanouie que ça, mais ça va. Pour l'instant, ça me satisfait. Bon, donc là vous avez rencontré de nouvelles personnes ? Oui, tout à fait. Ouais, je rencontre de nouvelles personnes. Tout va bien, mais c'est vraiment. Je sais pas, Mais ça serait au point de vouloir en parler, éventuellement, d'entamer un travail sur vous, pour parler de vos angoisses, ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose comme ça qui est momentané ? Non, je pense pas que ce soit momentané. Bon, alors à ce moment-là, vous pouvez entreprendre un petit travail sur vous. Ouais. Pour ne pas vous laisser envahir par ce qui vous préoccupe, parce que vous dites qu'il y a des choses qui ressurgissent, alors des choses peut-être de cette famille dans laquelle vous avez grandi, où vous ne vous sentez pas comprise aussi, où vous ne pouvez pas parler de vous réellement, ou comme vous dites, vous parlez sans parler, donc vous n'avez pas ce soutien-là aussi. Ça vous manque beaucoup, auprès de vos parents. Est-ce que vous leur dites que vous vous sentez seule ? Non. Pourquoi ? Non, parce que les sentiments, c'est pas quelque chose. On peut pas en parler en fait. C'est quelque chose de pas acceptable. Oui, mais là déjà il y a quand même un paradoxe, parce que c'est-à-dire que vous avez grandi dans une famille très traditionnaliste où les valeurs religieuses sont érigées au premier plan, et en même temps on peut parler de sentiments. C'est quand même contradictoire, enfin. Ouais, c'est-à-dire qu'on parle de la parole du Christ, qui normalement est une parole d'amour, et dans la famille on peut pas parler de sentiments en tout cas. Vous pouvez leur dire à vos parents ? Ouais, mais en fait c'est très particulier. Mes parents ont une emprise sur moi, une emprise, et je sais depuis mon enfance que
On ne parle pas de sentiments, on ne parle pas des douleurs, on ne parle pas des choses qui fâchent. Et voilà, je sais que c'est comme ça. Et je sais que je ne peux pas aller à l'encontre de ça. Et vous pouviez en parler avec votre compagne, là, vous toute cette intimité, tout ce que vous ressentiez avec elle, vous pouviez échanger. Oui. C'est pour ça que ça au-delà de la séparation, c'est quelque chose qui est difficile parce que cette intimité, vous avez besoin de pouvoir parler réellement de vous, de vos sentiments, de vos émotions, de tout ce qui vous traverse. Or là, à nouveau, vous vous retrouvez dans le silence, même si, vous voyez, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas transgresser, vous sentez au sein de votre famille, ou en tout cas parce que vous ne seriez pas entendu aussi, peut-être tout simplement. Il y a des familles où on n'a pas le droit d'exprimer ses sentiments, comme vous le dites, et parfois même pas le droit d'en ressentir. C'est assez violent, hein. Il faut être coupé de soi, il faut suivre une règle, il y a une attitude à avoir, à tenir en toutes circonstances, mais on n'a pas le droit d'éprouver quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'il faut se couper comme d'une partie de soi-même. C'est pas étonnant que vous vous sentiez seul. Oui. Mais à ce moment-là, vous pouvez vous réapproprier un peu votre vie intime, en faisant un travail sur vous, qui peut être très, franchement. Vous êtes, puisque vous faites ce premier bilan, pour reprendre votre expression, en partant de ça et de ce sentiment d'avoir grandi sans pouvoir être reconnu aussi pour ce que vous étiez, c'est ça qui est difficile. Oui. Avoir un sentiment d'être reconnu. Bon. Effectivement. Il y a Diane, en tout cas, qui dit: pourriez-vous transmettre mon numéro à Marie, parce que je me reconnais dans ce qu'elle dit et ça me ferait plaisir qu'elle me contacte. Donc on peut vous donner ses coordonnées hors antenne. Et puis vous, peut-être ne restez pas dans quelque chose quand même qui est un peu douloureux comme ça, dans cette zone grise, d'angoisse, où vous vous sentez seule et pas comprise. Vous voyez, ça vaut le coup de... Peut-être aussi pour vous parler d'emprise au niveau de votre famille, pour vous en libérer. C'est-à-dire que vous n'allez pas changer vos parents et leur fonctionnement familial, mais vous, peut-être un peu moins en souffrir. Oui, peut-être. Déjà, vous avez une personnalité qui est la vôtre, très singulière, et du courage pour sortir du rang, hein, quand même. Oui. C'est pas simple. C'est vrai que c'est à quel prix, mais c'est pas simple, et vous avez pu vous affirmer quand même. Oui, en même temps, j'avais pas le choix. Vous n'avez pas le choix, non. Oui et non, parce que vous savez, il y a des gens qui se coupent d'eux-mêmes, hein, qui se coupent de leur vérité, de leur désir, pour se conformer à ce que l'on attend d'eux. Et en premier lieu, ses parents, parce que quand on est enfant, on a envie d'être aimé. Et pour être aimé, parfois, on est prêt à de très lourds sacrifices, y compris à se couper de ce que l'on est véritablement, profondément en tout cas. Donc, je trouve que c'est déjà courageux de votre part. Même si vous dites que vous n'avez pas le choix, oui, dans ce que vous êtes, dans vos choix de vie, dans votre affirmation, mais après, vous auriez pu nier cette partie-là de vous, ne même pas l'exprimer. Vous avez quand même trouvé la force de le faire, donc vous avez des ressources. Hein. Oui, j'avais des ressources, est-ce que j'en ai encore ? Oh, vous les avez. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez l'impression que vous vous sentez plus fragile. Vous êtes dans un moment où vous vous sentez plus fragile parce que aussi cet amour qui vous tenait n'est plus à vos côtés. C'est vous qui avez mis un terme à cette histoire ou c'est elle ? C'est moi, oui. C'est vous, d'accord. Oui, mais pour autant, c'est pas simple quand même, hein ? Non, ça m'a pas empêché d'en souffrir, souffrir affreusement. Oui, et puis de perdre ça, elle vous sécurisait certainement. Enfin, il y avait une partie dans cette relation où vous étiez sécurisé, où vous étiez vraiment reconnu, vous pouviez être vous-même, et c'est important ça. Oui, effectivement. Alors, vous pouvez l'être avec vos amis, hein, vos amis vous aiment, comme vos parents vous aiment d'ailleurs, mais ils ne reconnaissent pas, vous ne vous sentez pas reconnu. Voilà, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas aimé, mais vous ne vous sentez pas reconnu. C'est important. Oui, c'est ça. Dans votre singularité en tout cas, voilà. Bon, allez peut-être en parler, ne restez pas, c'est dommage de rester comme ça, un peu en souffrant, en étant angoissé. Vous voyez, faites un petit travail sur vous pour... déjà pour trouver un lieu où vous allez être entendu, écouté,
et où vous vous sentirez moins seul. Oui. Mais c'est une démarche que je souhaite entamer. C'est vrai que c'est pas évident parce que ça. Là aussi, il faut aller creuser au fond de soi-même et voilà, révéler des choses qui sont très douloureuses. Il y a Louis envoie un mail en disant allez, essayez de ne pas trop angoisser, de ne pas être trop dur avec vous-même. Vous êtes battu pour être libre. Donc la rupture peut être le déclencheur aussi de tout cet état de doute, de questionnement. Croyez-en un connaisseur, dit Louis. En tout cas, si vous souhaitez partager votre situation avec moi, merci à l'équipe de transmettre mes coordonnées. Bon, on va transmettre. Et puis Diane également, le numéro de portable de Diane. D'accord ? Très bien. Merci. Je vous embrasse, Marie. Au revoir. Moi aussi. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Europe 1. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 739 21, 65 centimes plus coût d'un SMS. Un message justement au 739 21 pour Marie, signé Val, qui dit « Il y a 30 ans, les homos n'étaient pas dans la rue comme maintenant. Faites un travail sur vous en pouvant aussi vous rapprocher de la communauté où vous serez reconnue. Bon courage, jeune femme. » C'est vrai, vous avez raison. Mais en même temps, actuellement, dans la rue, on voit surtout les anti-mariage pour tous. Et dans ce contexte-là, ça peut être aussi déstabilisant, je pense, pour des jeunes gens qui sont en questionnement sur eux-mêmes, ou comme Marie nous le disait, par rapport, elle était en transgression par rapport à sa famille très traditionnaliste. Donc, quand on voit en plus quand même la virulence de certaines personnes qui sont dans la rue et l'acharnement qu'ils mettent, ça peut être très déstabilisant, perturbant et même, j'oserais dire, destructeur pour certains homos. Un petit mail aussi de Louis qui dira on dirait que la sélection musicale de ce soir est faite pour moi. Merci. Il y a un marqueur et une ardoise pour la communication avec la régie, ça pourrait être pas mal. Si quelqu'un a besoin de parler depuis l'étranger, je vous écoute depuis l'Arabie sur mon iPad. Est-ce qu'il y a un moyen, un numéro où vous contactez ? Non, même depuis la Belgique. Alors voyez, on peut pas nous appeler au 39 21. Les numéros à 4 chiffres, c'est pas possible. En revanche, vous nous laissez votre numéro de téléphone sur le mail, à l'endroit où il y a téléphone, ou sinon vous le précisez même dans le contenu, dans le texte, et nous vous rappelons. C'est-à-dire que si vous voulez me soumettre une question, me parler d'une histoire, vous m'envoyez un mail comme vous l'avez fait, europe1.fr, votre numéro de téléphone, et on vous rappelle Louis qui dit vous écoutez déjà Med au jour le jour. Merci pour tout. Et puis un petit clin d'œil à Eric qui me dit ça doit faire 13 ans que je suis bercée par votre voix. Bah oui, c'est bien ça, mon cher Eric. Merci d'être là depuis tout ce temps. Et on accueille maintenant Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Je vous ai attendu quand même. C'est vrai ? Oui. Ah bon ? Vous attendez depuis longtemps au standard ? Une demi-heure à peu près. Ah ben merci beaucoup de votre patience alors. Oui, oui, c'est le direct hein, ça. Oui, bien sûr. Donc je vous explique un petit peu mon cas. J'ai 65 ans. J'ai 2 sœurs et ces 2 sœurs ont créé un petit problème dans la famille. C'est-à-dire qu'elles ne se sont pas échangées leur mari, mais c'est une qui a piqué le mari de l'autre. Voilà. Mais simplement, oui, c'est que... Et entre elles deux, ça doit être à couteau tiré maintenant. Pas du tout. Ah bon, elles entendent bien ? Ah, ben très bien. Elles partagent tout alors, même les maris. C'est plutôt par rapport à moi que c'est à couteau tiré. C'est quand même bizarre, hein. L'une est maintenant avec le mari, ou alors elle se dit, bon, débarras, voilà, je te refile. Je crois pas du tout. C'est bizarre. Avec la sœur aînée, nous sommes mariés le 1er avril, de couple, hein, moi et puis ma sœur. Oui. Et puis ma petite sœur avait 13 ans. Oui. C'est pas beaucoup, 13 ans, hein. Non. Et à 15 ans, elle a piqué le mari de ma grande sœur. Bon, ça s'est fait comme ça. Et quel âge votre grande sœur déjà ?
Ma grande sœur a mon âge, c'est-à-dire elle a 66 ans maintenant. Hein, donc, Oui, d'accord, mais à ce moment-là, vous dites votre petite sœur a 15 ans. Oui. Appliquez le mari de votre sœur. Oui, 20 ans, si vous voulez, à peu près, quoi. Enfin, oui, une vingtaine d'années. Si et c'était le mari, hein, c'était pas le petit ami. Ah non, c'était le mari qui avait, lui, 35 ans. Hein. Bah, dites-moi. Oui, je disais, je vais pas le dire fort, mais c'était quand même un pédo... Hein? Non. Non ? Non, pour le coup, non, pas du tout. Non. Un pédophile, c'est celui qui a une attirance sexuelle, du désir pour les enfants. À 15 ans, on n'est plus un enfant. Un enfant, c'est à 15 ans, non, à 15 ans. Alors après, on pourrait parler de détournement mineur, mais à 15 ans, on n'est pas un enfant. Non, le pédophile, il a une attirance pour les enfants qui sont non pubères. Hein, oui, c'est vraiment des enfants les caractéristiques de corps d'enfant. Voilà, oui, donc non pubère. À 15 ans, on est un adolescent, on n'est plus un enfant. Donc non, on peut pas taxer quelqu'un qui est attiré par des jeunes gens de cet âge-là d'être pédophile. C'est autre chose. Attendez, moi j'ai travaillé en psy des années. Oui, mais en pédopsie. Oui. Et je peux vous dire qu'à partir de l'âge de 13 ans, oui, ça peut l'être. Non. Elle avait 13 ans quand elle l'a connu. Hein. Oui, quand elle a connu. Mais c'est à 15 ans que ça s'est passé. Entre 13 et 15 ans, il y a des changements. Oui, on va dire ça, mais bon... De toute façon, je ne vais pas insister là-dessus, ça sert à rien, si vous voulez, mais il avait quand même 35 ans, quoi. Bon. Mais c'est pas exactement le problème, hein. Si vous voulez. Bon, après, ils ont refait leur vie. Chacun a eu des enfants. Ça s'est passé moyennement bien. Enfin, en tous les cas, c'est moi qui ai récupéré toute la source. Hein. Je vais vous dire, jusqu'à ce que on me cache. Qu'on ne me dise pas, ça fait 1 an que j'ai appris la mort de ma mère. Voilà. Mais vous n'étiez plus en contact avec elle ? Absolument pas. Pourquoi ? Parce que, vous savez, les choses se passent assez difficilement dans la vie. Hein. Voilà, c'est comme ça. Oui, d'accord, mais enfin, vous étiez fâché avec elle ? Fâché, il y a de quoi, hein. Je vais vous dire, il y a de quoi quand même. Par rapport à... je ne sais pas, vous avez vos raisons, oui, certainement. Oui, sûrement, oui. Non, mais moi, je ne mets pas ça en cause, Jean-Pierre. Simplement, vous avez l'air surpris d'apprendre le décès de votre mère, mais c'est vrai que vous n'aviez plus de lien avec elle en même temps. Je n'ai pas appris. Oui. J'ai cherché si ma mère était décédée. Et un jour, j'ai appelé mon neveu, c'est-à-dire le fils de ma sœur aînée, pour lui demander comment allait ma mère. Il m'a dit, elle va très bien. Et j'avais un doute. Je me suis dit, je vais peut-être faire une recherche quand même. Et là, j'ai fait la recherche et j'ai été déçu, quoi. Je vais vous dire, c'est... Voilà. Et vos sœurs, vous êtes en contact avec elles ? Non, pas du tout. Non, donc elles ne vous ont pas appris non plus Ah non, aucune. Oui, c'est violent. Oui. Enfin, c'est violent. Oui. C'est violent d'apprendre le décès d'un parent, même si on est fâché, ça remue beaucoup de choses. Psychiquement, c'est violent. Énormément de choses, parce que moi, je ne leur en veux pas. Non, ça... non, mais elles auraient pu... Enfin, si vous voulez, à ce moment-là, on peut se dire quel dommage. On peut essayer de passer outre ces griefs, ces rancœurs, et de dire, quand même, voilà, on voulait t'informer, maman est décédée. Voilà. Oui, mais on l'a passé outre. Hein. Je vais vous dire, par exemple, moi j'ai une fille qui a 40 et quelques années. Oui. Donc, à son mariage... mes sœurs y étaient et ma mère aussi. Parce que ma fille a souhaité qu'elles y soient. C'est bien, oui, c'est important. Elles étaient là pour leur nièce et leur petite fille. Aucune nouvelle, sauf le décès de ma mère que j'ai appris 1 an après. C'est un peu compliqué quand même. Hein. Oui, c'est difficile. Bien sûr, ça remue beaucoup et on se dit, voilà, parce que là, il y a vraiment... quelque chose de définitif, c'est-à-dire qu'on peut toujours espérer, même si on est fâché, que peut-être un jour ça va s'arranger. Et malheureusement, votre histoire montre que parfois il faut essayer de dépasser son ressentiment, sa colère, ou parce que après, voilà, c'est trop tard. Il y a quelque chose où c'est trop tard. Alors, je dis parfois parce qu'il y a
parfois on a évoqué certaines situations, notamment avec Raphaël qui nous parlait de sa sœur qui avait été abusée par son beau-père. Il y a des situations sur lesquelles on peut ne pas vouloir pardonner et où on est en rupture avec ses parents ou ceux qui en tiennent lieu. Et on a tout à fait le droit de faire cela si on sent que c'est une question de survie, peut-être psychique. Là, je suis bien d'accord, mais si vous voulez, là, en l'occurrence, ce seraient les deux sœurs qui se seraient mal entendues pour ça. Mais là, apparemment, les deux sœurs se sont apparemment très bien entendues. Oui, mais ça les regarde, c'est leur histoire après tout. Bien sûr, mais je ne vois pas pourquoi moi je paye dans l'histoire. Bah, vous êtes aussi à un moment, vous avez décidé pour des raisons qui sont les vôtres de ne plus voir votre mère. Non. J'ai été interdit de voir. Ah, d'accord, c'est pas ce que j'avais compris. Mais qui, votre mère, vous interdisait de la voir ? Non, pas du tout, mes sœurs. Mais votre mère n'avait pas son mot à dire ? Elle avait, mais elle ne pouvait pas. Parce que le fils de ma sœur aînée, la menaçait. C'est-à-dire, je ne fais pas tes courses, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Oui, mais pourquoi vous ne passiez pas outre la vie de vos sœurs et de dire, moi, je veux voir ma mère et puis c'est tout, personne ne m'en empêchera. Oui, je l'ai fait. C'est pas, vous voyez, c'est pas les deux sœurs là qui. Non, je l'ai fait. Elle vivait seule, votre mère, puisque vous parlez de votre neveu qui lui faisait ses courses. Oui. Donc après tout, vous auriez pu aller la voir, dans sa maison, et puis peu importe ce que pensaient vos sœurs, c'est votre mère. Non, mais j'y suis allé. Mais j'étais vraiment le paria peut-être, mais après tout, tant pis. Ça c'est bon, que vous soyez en conflit avec vos sœurs, j'entends bien, qu'il y a un conflit avec vos sœurs, et au point qu'elles ne vous disent même pas que votre mère est décédée. Bon, elles vous font payer quelque chose. Attendez, c'est pas mes sœurs qui me l'ont pas dit. Oui, j'ai compris, vous l'avez appris, mais au point qu'elles ne vous l'ont même pas dit. C'est bien ça. Non, mais c'est mon neveu qui a interdit. Il me l'a dit. C'est-à-dire que j'ai téléphoné l'année dernière pour demander des nouvelles de ma mère. Oui, mais ça veut bien dire que vos sœurs ne vous l'ont pas dit. Pas du tout. D'accord, voilà. On est d'accord sur ce point-là. Voilà. Bon. C'est comme ça. Vous êtes en. Ce qui est difficile, c'est que de votre côté, je vous dis, à un moment, il y a des histoires comme ça, des règlements de compte qui malheureusement persistent à l'âge adulte, des jalousies, des rivalités, des rancœurs qui remontent à l'enfance. Et c'est dommage, évidemment, parce que vous êtes un peu privé de ce lien avec votre mère. Bon. Oui, c'est pas ce qui me touche le plus. Ce qui me touche le plus, c'est que les deux sœurs qui, elles, ont fait leur vie, comme elles ont voulu, et le neveu qui, lui, est encore pire, si vous voulez, me fait vivre une vie un peu compliquée. Quoi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils font maintenant par rapport à votre vie ? Parce que vous pouvez, pour le coup, vous n'avez plus de parents en commun, vous pouvez décider de couper avec elles aussi. Ce qu'elles avaient fait, c'est elles qui, là, au départ, mais vous pouvez décider. Pourquoi elles vous font vivre une vie compliquée ? Je ne comprends pas. Non. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout coupé, si vous voulez. Mais dans sa vie, on pense aussi à sa famille, quoi. Bon, je comprends pas. J'avoue que je comprends pas. Parce que vous dites à la fois que vous pensez à elles, mais qui vous font vivre une vie très compliquée. Je ne sais pas ce qu'il en est. Non, mais c'est quand même la famille, si vous voulez. Donc, c'est un peu compliqué. Oui, c'est votre famille, mais vous me dites que même par-delà la mort de votre mère, ils vous font vivre une vie très compliquée. Non. Non, d'accord. C'est le fait de ne plus avoir de lien avec eux qui vous pèse. Voilà, c'est ça. Bah écoutez, à ce moment-là, vous pouvez faire un geste vers elles. Oui, j'ai essayé. Bon. Voilà. Et ça n'a rien donné. Ça ne marche pas. Bon. Alors, malheureusement, il y a une vie aussi parfois en dehors de la famille dans ces cas-là. Oui. C'est exactement ce que je voulais essayer de démontrer, si vous voulez. Voilà. En tous les cas, merci pour votre témoignage. Au revoir, Jean-Pierre. Au revoir. Mais merci à vous. Je vous en prie. Au revoir. Bonsoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, donc déjà, je suis très content de vous avoir au téléphone. Mais moi aussi. Oui, donc alors j'ai un gros dilemme. Oui. Maintenant, donc j'ai 35 ans. Oui. Étant enfant, j'ai été victime d'attouchement sexuel. Oui. Je ne l'ai jamais dit à personne. Je suis le seul au courant, on va dire. Et en fait, cette personne-là, donc j'avais 7-8 ans. Oui. C'était le président d'un club de sport. Donc cette personne-là donc a été jugée, tout a été fait dans les règles de la justice. Attendez, d'autres enfants ont parlé alors, c'est ça Oui, beaucoup d'autres. D'accord, oui, parce qu'il y a eu plusieurs petites victimes malheureusement. Ouais. Voilà. Oui. Donc cette période-là, ma maman m'avait demandé parce que donc en plein procès, ma maman m'avait demandé si moi j'avais été victime. Et oui. Et ce qui est normal. Oui. Et moi j'avais dit non parce que j'avais peur du regard des autres. Voilà, j'avais une grosse fierté, on va dire. Et voilà, donc l'âge avançant, et plus ça va, moins j'accepte que cette personne-là, comment je peux te dire, qu'elle arrive à vivre sans que moi sans que j'ai fait quelque chose à ce niveau-là, quoi. Oui, même si cet homme a été jugé et condamné. Si je comprends bien, hein, parce que il y a des enfants qui ont parlé et donc cet homme a pu être condamné pour ce qu'il avait fait. Vous, qu'est-ce qui se passe? Vous vous en voulez? C'est lourd à porter de ne pas que votre parole à vous n'ait pas été prise en compte. Voilà. Vous n'avez pas été entendu, oui, parce que à ce moment-là, vous n'avez pas pu en parler. C'était trop lourd. Il y avait trop de honte. Et pour moi, c'était pas normal, mais c'était pas très important, quoi. Et maintenant, la maturité aidant, je me dis que quand même c'était quelque chose de grave. Mais d'un autre côté, donc j'ai envie de sortir tout ça, mais d'un autre côté, j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai 3 enfants. Oui. J'ai une femme qui est assez fragile psychologiquement. Et j'ai pas envie non plus parce que moi j'ai toujours été là pour elle. Elle a eu beaucoup de problèmes aussi étant enfant. Vous n'en avez même pas parlé avec elle? Jamais. Oui. Alors il y a une fois, ça a failli sortir. Alors elle avait été en hôpital parce qu'elle avait très mal. Et le hasard a fait qu'elle soit en même temps dans l'hôpital avec le frère d'une des victimes. D'accord, oui. Voilà. Et cette personne-là, lui en a parlé à ma femme. Oui. Et ma femme m'a posé la question. Et donc je lui ai dit que non, que moi, il s'était jamais rien passé parce que j'assumais pas encore. Là, maintenant, je me sens de l'assumer, oui. Mais j'ai peur que pas qu'elle le prenne mal parce que je sais qu'elle le prendra bien, mais j'ai pas envie de faire de refaire du mouvement dans la tête de beaucoup de gens, de ressortir. Vous avez peur qu'on vous regarde différemment? Non, même pas. C'est même pas ça. Je veux pas. Et puis en plus, je suis une personne comme ça. Je veux pas embêter les gens, quoi. Je sais que c'est. C'est pas à ce niveau-là. C'est pas de l'ordre d'embêter les gens. Quand on a quelque chose à dire d'aussi important, qui vous les et puis c'est pas les gens. Vous n'allez pas en parler sur la place publique. Vous le faites là à la radio, mais vous restez dans un relatif anonymat. Mais à la fois, vous avez envie que ça se dise. C'est pas n'importe quel gens. Ça serait celle qui partage votre vie, votre femme, et peut-être, je sais pas, vous pensez à vos parents quand votre mère vous avait demandé, ou en tout cas, c'est votre cercle le plus intime. Oui, bien sûr, non, parce que moi, ce que je voudrais. Oui, qu'est-ce que vous voudriez? C'est aller plus loin. C'est pas le dire juste à ma femme ou à ma mère. C'est vraiment engager quelque chose. Il peut pas être condamné 2 fois, cet homme. Non.
Non, bien sûr, mais pour moi, ce serait quelque chose. Ce serait, voilà, c'est juste l'acte de porter une plainte ou quoi que ce soit, même si ça aboutit à rien. Ça a été fait déjà, c'est-à-dire que pas de ma part. Oui, mais il a été jugé, il a été condamné. Oui, vous avez suivi, j'imagine, de très près son procès. Non, même pas. Vous en voulez d'être resté à l'écart de tout ça ? Oui, assez. De plus en plus. Oui, mais il peut pas être condamné. Il va pas. On va pas lui. Il a été condamné déjà pour des faits d'attouchement. Alors après, on peut recenser qu'il y ait d'autres victimes, mais dans les faits, il va pas être condamné 2 fois. Même si vous déposiez plainte. Oui, ça je sais bien. Oui, voilà. Non, mais c'est pas dans le but qu'il soit rejugé. Parce que vous savez, à partir d'un certain, c'est pas cet homme a été jugé condamné par rapport aux faits qu'il a commis, qu'il y ait eu 1, 2, 3, 10, 30 enfants, 100 enfants. Enfin, de toute façon, les faits sont graves. Quand bien même il y aurait eu que vous. Oui. Vous voyez ? Alors en plus, évidemment, ce qui a dû être pris en compte, c'est que c'est une personne qui avait autorité sur les enfants, ce qui est en plus une circonstance aggravante, puisqu'il était président d'un club de sport. Oui, bien sûr. Là où vous pouvez, vous, parler aujourd'hui, où vous ressentez le besoin de parler, c'est pour vous, parce que peut-être aussi vous vous sentez aujourd'hui plus fort pour affronter ça. Oui, c'est complètement ça. Aujourd'hui, vous êtes construit, vous êtes en couple, vous êtes père. Donc, vous avez... peut-être qu'à un moment, c'était trop lourd, ou peur de remuer tout ça, ou peur de ne pas pouvoir tenir. C'était trop angoissant, trop pénible, trop traumatique surtout. Vous savez, quand on a subi un très gros traumatisme, on peut rester des années sans en parler. C'est pour ça d'ailleurs que les délais de prescription ont été rallongés, parce qu'on sait que toutes les personnes qui ont été victimes dans l'enfance, que ce soit de maltraitance ou d'abus sexuels particulièrement, elles ont beaucoup de mal à en parler, même parfois quand on leur pose des questions, et elles en parlent des années après, quand elles ont pu aussi se construire, et qu'elles peuvent l'affronter. Donc pour vous, ça peut être aujourd'hui important d'en parler, et de toute façon, qu'avez-vous ressenti quand il a été condamné ? C'était une réaction d'enfant. Je me suis dit, bien fait pour lui. Voilà. Vous aviez quel âge quand cet homme a été condamné ? Je devais avoir 10-12 ans. Ah oui, d'accord. Oui, vous étiez. C'est au moment où ça s'est passé. Peu de temps après, en fait. Donc, 3 ou 4 ans après. Cet homme, donc, aujourd'hui, est sorti, a purgé sa peine, évidemment ? Je ne sais pas. Bon, certainement. Si c'est vous avez 35 ans aujourd'hui. Bon, vous ne le recroisez pas ? Ah non, jamais. Non, d'accord. Non, vous pouvez, cela dit, vous pouvez toujours là où dans la juridiction ça s'est passé, faire un signalement au procureur de la République. Si ça peut, voyez, pour vous, si c'est important, il est toujours possible d'écrire un courrier en disant Monsieur Untel il y a eu un procès en telle année. À cette époque-là, je ne pouvais pas en parler. Ce qu'on peut tout à fait comprendre. Vous étiez un enfant, on sait à quel point c'est compliqué que la parole émerge. Mais je tiens à porter à votre connaissance que moi-même, j'ai été victime de cet homme. Vous voyez, si c'est important pour vous que vous fassiez partie des enfants qui ont été victimes de cet homme. Ouais. Mais c'est en fait le souci, il n'est pas vraiment là. C'est plus du côté de ma femme et mes enfants. En fait. Alors maintenant vous me dites ça, mais vous me disiez que pour vous c'était aussi important de le faire. Donc ça peut être important et vous pouvez, vous pouvez faire un signalement. Quand bien même parfois il y a des faits où malheureusement il y a prescription, il est malgré tout possible de faire un courrier, un signalement, si on ne peut plus porter plainte, de signaler au procureur de la République, parce que même s'il y a prescription pour des faits concernant la personne qui fait cette démarche, il peut y avoir, au vu s'il y a d'autres choses qui arrivent sur son dossier, une enquête ouverte. Et notamment quand ce sont des personnes qui ont des contacts avec des enfants. J'imagine que cet homme, évidemment, depuis, on lui a interdit d'exercer quelconque activité auprès des enfants. Oui,
je pense aussi. Évidemment. Maintenant, par rapport à votre femme, pourquoi dites-vous qu'elle est fragile ? Vous pensez, vous avez peur qu'elle s'effondre, qu'elle puisse pas entendre ça ? Non, c'est pas. Non, je pense pas qu'elle s'effondre, mais elle a beaucoup de périodes. C'est pareil, elle a eu une enfance pas terrible non plus. Enfin, bien pire que la mienne, même. Ça, vous savez, on peut pas dire, on va pas mettre de hiérarchie dans ce qui est le pire. Ce que vous avez vécu est déjà très difficile. Mais moi, c'est surtout par rapport à donc ma femme et mes enfants, à ma famille en fait. Je sais pas si je dois. Quel âge ont vos enfants ? Alors, la plus vieille a 15 ans, 12 ans, 7 ans et 4 ans. Bon, 4 ans, c'est un peu petit. Mais à des enfants, on peut dire aussi que vous avez été confronté quand vous étiez petit à un homme qui a fait des choses qui étaient interdites. C'est une façon aussi de dire ce qui s'est passé, parce que vous savez, il y a des choses qui se traduisent, qui se sentent, ou peut-être que vous-même vous avez peur par rapport à vos enfants quand ils font des activités où il y a cette angoisse. Plutôt que de projeter de l'angoisse sur eux, il y a des choses qui peuvent se dire. Mais ça veut dire qu'auparavant, il faudra en parler à votre femme. Mais si vous craignez, si vous savez pas comment en parler, ou si vous éprouvez vous le besoin d'en parler déjà un peu pour vous pouvez demander à prendre un rendez-vous avec un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre, enfin quelqu'un qui sera là pour vous écouter et pour en parler avec lui, y compris comment l'aborder. Mais je pense que oui, ça peut se dire, bien sûr, et que ça peut être important pour vous. Il est jamais trop tard pour parler de ces choses-là. Mais vous, peut-être, allez en parler dans un premier temps, voyez, avec quelqu'un. Et ça vous aidera que ça ne soit pas vos enfants, vos premiers confidents. C'est important. Oui, voilà. Il ne s'agit pas d'en faire des confidents. On pourra se rappeler un autre soir si vous le voulez. Là, je dois vous quitter. Bon courage, Christophe. Au revoir. Au revoir. Belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des infos présentée par Laurence Gontier.